Joyka n'a rien compris à l'énéagramme. Joyka, c'est ce YouTuber qui a presque 6 millions d'abonnés sur YouTube. Il a fait une vidéo intitulée « Je découvre mon type, test énéagramme ». Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer à quel point quand on comprend mal l'énéagramme, on ne peut pas en faire un usage intéressant et utile. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Joyka n'a rien compris à l'énéagramme. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Attention, comme dans toutes les vidéos de typage ou les vidéos où je parle d'autres personnes, disclaimer, je ne suis pas là pour faire de l'ad hominem sur Joyka, qui s'appelle Jordan, il me semble. Je ne le connais pas, il m'a fait sourire à plusieurs reprises dans sa vidéo, sa chaîne c'est du divertissement, c'est amusant, j'ai rien contre lui en fait. Et ici, on est là pour parler d'énéagramme, de son discours autour de l'énéagramme et d'à quel point le fait de parler de l'énéagramme sans le comprendre réellement, c'est véhiculer une image fausse du modèle et ça peut mettre plein de gens dedans. Donc même s'il a été plein de bonnes intentions à travers cette vidéo et il a au moins le mérite d'avoir fait connaître le modèle à 1,8 million de personnes, ce que je ne ferai peut-être jamais. Donc chapeau à lui. Par contre, le chemin qui mène à l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Donc moi, l'idée, c'est de recadrer son propos pour ce qui nous intéresse ici, la connaissance de soi réelle, profonde, sincère, authentique, avec l'énéagramme. Donc on va reprendre point par point ce qui est dit dans la vidéo et en quoi c'est complètement faux. Commençons par voir ensemble des extraits de la vidéo. Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche de vous-même, car vous ne vous connaissez pas réellement. Mon équipe de chercheurs et moi-même allons vous guider vers la connaissance du vous qui sommeille en vous. Et tout cela est possible grâce à un test de personnalité appelé l'énéagramme, scientifiquement entièrement fiable. L'énéagramme, c'est pas un test de personnalité. C'est un raccourci que j'ai souvent vu sur Internet. Il y a pas mal de gros sites qui en parlent, Passeport Santé ou d'autres sites comme ça, qui parlent de l'énéagramme comme d'un test. Mais l'énéagramme n'a rien d'un test. L'énéagramme, c'est un modèle de connaissance de soi. Et avant même d'être un modèle de connaissance de soi, c'est la figure ésotérique que tu connais avec le cercle, le triangle et l'hexade. C'est une figure géométrique. Et une des applications de cette figure, c'est l'énéagramme des personnalités. Et l'énéagramme des personnalités, ça décrit 9 structures psychiques, 9 familles d'ego qui sont structurées d'une certaine façon et qui parlent des motivations sous-jacentes à nos comportements humains. Et chaque individu sur cette planète peut se reconnaître dans un des 9 types. Pas besoin de biais de confirmation pour ça. C'est comme si tu ouvrais le tiroir et les gens se rangeaient dedans naturellement d'eux-mêmes. Parce que l'énéatype, il préexiste à l'individu sans même qu'il en ait conscience. Donc l'énéagramme, c'est pas un test de personnalité. Après, pour trouver son type de personnalité, il y a plein de façons. Il y a l'introspection, il y a la formation, il y a les tests. Donc c'est une façon de pouvoir trouver ton type énéagramme. Et pas la meilleure, on va en reparler dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les tests énéagramme, je te mets le lien là dans la fiche pour que tu puisses aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc on va reparler du danger, entre guillemets, de l'inutilité des tests dans cette vidéo. Mais l'énéagramme, c'est juste pas un test de personnalité. Non, rien de scientifique dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et d'ailleurs, aucun test de personnalité peut vous dire parfaitement votre personnalité, c'est impossible. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, je sais pas quel âge vous avez, mais dans tous les cas, ça n'importe peu, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez vécu des choses. Et c'est toutes ces choses-là, toutes ces expériences que vous avez vécues qui font qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est aussi... Alors, il a raison. Bien sûr que les expériences que tu as vécues depuis petit te structurent. C'est la palissade, c'est enfoncer une porte ouverte. Évidemment que l'acquis a une influence sur nous. Maintenant, il ne s'agit pas de minimiser l'influence de l'inné. Et l'énéagramme parle justement de cet inné qui nous structure, de cet inné qui est en nous, qui est un petit peu comme une marque au fer rouge sur notre peau, qui ne peut pas changer, qui ne bouge pas. C'est comme ton squelette, c'est comme ton ADN, c'est comme tes empreintes digitales. Il y a quelque chose qui est ancré en toi. Donc tu peux te brûler au 10e degré, il n'empêche que la structure de ton ADN restera identique. Il n'empêche pas moins que ton code génétique, même si à l'épigénétique, même si l'acquis joue beaucoup, il y a un ADN, il y a un code génétique, il y a quelque chose d'inné en nous. Et donc c'est cette danse entre inné et acquis qui nous intéresse dans ce qui est dans la connaissance de soi. Et dans l'énéagramme, ce qui nous intéresse encore plus au début,
c'est de comprendre l'inné, c'est de comprendre cette structure de personnalité qui est là, quelles que soient les expériences de vie que tu as vécues. C'est-à-dire que ta structure psychique, ton énéatype, il est là. Il est là et peu importe que tu le veuilles ou pas, il est là ce type. Et tout notre travail, entre guillemets, c'est de le mettre en lumière. Donc évidemment, c'est pas scientifique, ça ne se veut pas être scientifique. Par contre, c'est d'une telle précision que ça donne des vertiges à beaucoup de gens. C'est aussi pour ça que si vous faites un test de personnalité à 20 ans et que vous le refaites 10 ans plus tard, vous aurez peut-être pas le même résultat parce qu'en temps vous aurez évolué, vous aurez connu des choses, vous rencontrez peut-être l'amour de votre vie, tout ça, vous connaissez, qui feront que vous aurez avec le temps, avec de nouvelles expériences, justement encore changé de personnalité ou en tout cas affiner plus ou moins votre personnalité de base. Alors en effet, on ne change pas de personnalité, hein. Je le dis et je le répète, la base énéagramme reste la même, ça ne change jamais, ça ne peut pas changer. C'est engrammé au fer rouge. En tout cas, on n'a jamais vu d'exemple de personnes qui auraient changé de type. Donc, bien sûr que la personnalité est modulable et va changer, parce que bien sûr il y a l'aile, bien sûr il y a plein de choses qui influencent notre personnalité. Par contre, la base ne change pas. Ce qui va changer beaucoup dans notre vie, c'est le niveau d'intégration et de désintégration. Et la personnalité va se complexifier, se nuancer. Mais non, si tu refais pas un test du coup, mais tu peux faire ton introspection à 20 ans et à 60 ans, ton énéatype reste le même, si tu t'es pas trompé. C'est clair ou pas? Tout ça pour dire que tout ce qui est test de personnalité, prenez-le plus comme un divertissement et comme quelque chose qui peut vous aider avec le doigt sur des traits de caractère que vous voulez améliorer, etc. Plutôt qu'un constat en disant « Alors, selon vos réponses aux 457 questions de ce test… Alors là encore, il a raison et pas raison. C'est-à-dire que l'énéagramme ou la connaissance de soi, c'est pas un divertissement. C'est pas là pour le fun. Alors lui, bien sûr, là c'est fait dans le contexte de divertissement, d'une vidéo YouTube pour s'amuser. C'est cool, c'est rigolo. C'est comme tu prendrais des champis avec des potes ou que tu vas en soirée, tu délires avec des verres d'alcool. Ok, pourquoi pas, hein. Ça n'est pas une démarche réelle et sincère d'introspection et de connaissance de soi. Une démarche sincère de connaissance de soi, c'est aller se voir à poil dans comment on fonctionne réellement. Ce qu'il ne fait pas ici. Et je lui jette pas la pierre, hein. Il n'y a pas d'injonction à faire ça. Simplement, c'est pas de faire croire que l'énéagramme c'est juste un truc pour délirer ou pour s'amuser. Au contraire, c'est pas amusant du tout de trouver ton type. C'est même tout le contraire. Alors, tu peux y mettre du fun sur le chemin, bien sûr, mais c'est confrontant. C'est confrontant parce que tu vois tes mécanismes égotiques, tu vois tes mécanismes de défense, tu vois ton ego à poil, et il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Vraiment, c'est pas très agréable si tu veux. Donc il y a ça. Après, est-ce que l'énéatype décrit complètement qui tu es? Ben non. Non, c'est une structure, c'est quelque chose qui te conditionne à un certain niveau, mais tu n'es pas que ton type énéagramme. Donc attention, il y a les deux réalités coexistent, mais c'est pas un divertissement pour autant. Vous êtes une merde. Je suis en train de voir un petit peu les détails. Ouais, c'est ça. Et parfaitement avec ma personne. Et je vais prendre en vidéo parce que si ça m'a aidé vraiment moi, je suis sûr que ça peut aider plein de gens. Et attention encore une fois, prenez-le juste comme un outil qui peut vous aider et pas quelque chose qui vous définit. Voilà, c'est très important avec vous. Vous connaissez certainement le… Ça c'est clair. Là il a raison. Mais encore une fois, il y a un temps pour trouver son type et réaliser à quel point on est ça et à quel point on est défini par ça. Et il y a un temps pour se désidentifier et réaliser qu'on n'est pas que ça. Mais il y a des gens qui vont trop vite à la deuxième étape et qui se disent non mais moi je suis pas dans une case, moi je suis pas comme ça. Et du coup il y a un rejet de vouloir comprendre comment on fonctionne. Il y a une fuite à cet endroit-là. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas d'être scotché à son énéatype et de s'identifier à son énéatype, puisque l'énéatype c'est déjà une identification, c'est déjà une structure qui est sclérosée, limitée, qui est une petite prison idéologique et égotique. Maintenant il s'agit de regarder aussi à quel point on est dans cette prison en fait, sans pour autant y rester. Test 16 personnalités qui a été fait déjà plein. 16 personnalités et plus. Pourquoi Gramme, c'est que 16 personnalités, ça vous permet de comprendre comment on se comporte. Et l'énéagramme, pour le coup, c'est plus pourquoi on se comporte comme ça. Donc un peu les motivations sur là, plus cet aspect-là de notre personnalité. Donc l'énéagramme… Oui, tout à fait. Le MBTI décrit des fonctions, des fonctionnements, des comportements, des capacités. L'énéagramme décrit des motivations inconscientes. Absolument. Là, il a raison. Et on verra que plus tard dans la vidéo, il ne tient pas compte de ce qu'il vient de dire. L'énéagramme se présente de cette manière-là. Et donc là, je passe. Là, il présente un peu les bases du modèle, donc tu les connais, on va passer, c'est pas très intéressant. Je vais pointer on va venir sur quelques réponses qu'il donne au questionnaire pour voir un petit peu des éléments intéressants de ce qui pourrait ressortir de sa personnalité et de comment un humain peut répondre à ce genre de test. Ça donne des indications intéressantes.
go, j'y vais. Ouais, allez, c'est bon. Oui, je pourrais vouloir prendre le lead en fait. J'aime bien être leader d'un truc ou quoi que ce soit. Mais dominateur, bon, allez, en partie. J'évite d'exprimer des émotions fortes. Attends. Oui, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Il y a pas mal de passages rigolos. Mais du coup, effectivement, tu vois le manque de sérieux du truc et que faut se dire aussi que non seulement il est en représentation ici, non seulement il a statué lui-même sur le fait que l'énéagramme, c'est un divertissement, c'est fun, c'est léger, et que l'énéagramme, ici, c'est son sujet de vidéo. Et que du coup, il va mettre son masque social, ce qui est normal, on fait tout ça en vidéo, quoique, pour montrer certaines choses, parce que du coup, il a un enjeu de faire une vidéo, d'être fun, d'être léger, d'attirer le chaland, c'est le jeu de YouTube, hein. Donc, faut pas trop s'attendre non plus à ce qu'il soit... Enfin, c'est comme en physique quantique, l'observateur influence la particule. Et ici, l'observateur spectateur, et ne serait-ce que lui-même faisant sa vidéo, il sait qu'il y a un tiers qui va observer, ça change ses réponses. Et je suis moi, et du coup, bah, on aime bien ou on n'aime pas, tant pis. Mais voilà, pendant un long moment de ma vie, ça a été le cas de me soucier de ce que les gens pouvaient dire de moi dans mon dos. Et YouTube m'a beaucoup aidé pour ça. Et aujourd'hui, je m'en prends. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Attends, quoi? Tu regardes tes vidéos et puis là. Pour le meilleur ou pour le... Pas sûr qu'il soit si détendu que ça avec le regard des autres, hein, vu comme il en fait des caisses. Je suis pas si convaincu. Le pire, je me compare à d'autres pour évaluer ma façon de faire. Alors ça c'est pareil, je l'ai longtemps fait. Et encore aujourd'hui ça m'arrive, donc je mettrai en partie parce que maintenant, beaucoup moins. Mais ça m'arrive de me comparer et c'est une des choses à ne pas faire en vrai. C'est très mauvais de se comparer aux gens. Je suis plus... Bon, au-delà du fait qu'il a un jugement sur un fonctionnement et qu'il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, tu te compares, point, c'est ok, tu as le droit. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi où tu n'es pas à l'aise avec comment tu fonctionnes et où du coup il y a une comparaison où tu te sens pas assez, où il y a de l'envie, où ça parle de ta structure. C'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Plus organisé que la plupart des gens. Non, je peux... Est-ce que je suis pas organisé? Les relations personnelles sont de loin la chose la plus importante dans ma vie. Ouais, c'est la chose la plus importante de ma vie. Les relations sociales, les relations avec les gens, les relations humaines, c'est de loin la chose la plus importante de ma vie. Vraiment, dans tout. Donc on va profiter aussi de cette vidéo pour voir si on peut pas choper des indices sur son type. Et là, par exemple, quand il parle des relations comme étant importantes pour lui, bon, il creuse pas plus que ça, mais ça fait coucou l'émotionnel. Le centre émotionnel qui chérit les relations, qui chérit le lien à l'autre. Et c'est pas spécialement une motivation du centre mental ou de l'instinctif. Je me rends compte que c'est ça le plus important, c'est les relations que j'ai avec les autres. Vraiment, je déconne. Vous y avez cru là? C'est l'argent. Oh, je m'en bats les couilles moi d'être pote avec un tel ou un tel. Il m'est facile. Et c'est marrant de voir comment il met de la dérision sur sa propre réponse en sortant une blague, mais qui a peut-être aussi un fond de vérité. Et l'argent, la réussite, ça parle de notre énéatype, on va voir si ça corrobore un petit peu avec ce qu'il dit, mais peut-être que les deux sont vrais. C'est toujours sortir de cette logique du ou en se disant ouais non il est ça ou ça, il y a peut-être les deux. Et les deux sont des indices. D'accepter les autres et eux semblent à l'aise avec moi parce que je ne les juge pas. Oui, complètement. Je me suis toujours très bien adapté avec plein de groupes de personnes différentes. Au collège, au lycée, n'importe où. Même dans les milieux où je travaillais, la différence d'âge, la différence de milieu social, de n'importe quoi. Je rencontre l'humain que j'ai en face de moi à l'instant T en fait. Adapter, rencontre l'humain en face de moi, ça parle aussi de l'émotionnel. Ça parle de l'adaptation en temps réel à autrui, qui est une des fonctions du centre émotionnel. Chez les 2, 3 et 4, du coup, qui ont ce centre-là en préféré, c'est quelque chose qui va être particulièrement marqué. C'est-à-dire que dans l'interaction en temps réel, ça va être quelque chose d'important pour eux, pour des motivations différentes, hein, entre 2, 3 et 4, puisque le centre émotionnel n'est pas dirigé dans la même direction. Par contre, c'est quelque chose qu'on va retrouver systématiquement chez les centres émotionnels préférés. C'est cette adaptation en temps réel à l'autre, c'est cette préciosité de la relation et qui est bien sûr exprimée très différemment. C'est ça qui m'intéresse. Je suis assez discret et facile à vivre. En partie. Discret. Non, je suis plus formaliste que la plupart des gens. Mais ce travail où tu veux montrer que tu sais mettre une marge avec des textes jaunes, on s'en bat les couilles. Je sais pas si on parle exactement de ça, mais je suis pas une... Ça veut dire qu'elle gagne 5 000 € par mois? Changeons ça, bordel de vie. Le test, il prend une toute autre tournure. Donc non, je ne suis pas plus formaliste que la plupart des gens et je t'ai tenu avec lui. Ça se passe pas comme ça, ce serait un peu bizarre que je le pense comme ça. J'ai environ entre 3 et 3 relations. J'ai toujours fait mes traits à main levée, moi. Tu en as besoin. Je passe parce qu'il n'y a pas trop d'indices là, c'est surtout de l'humour, c'est pas très intéressant d'un point de vue énéagramme, d'un point de vue divertissement, tu peux la regarder, c'est rigolo, mais pas d'un point de vue énéagramme. Les gens sont attirés par moi parce que je les impressionne. Parfois, j'ai beaucoup trop tendance à essayer d'aider les gens, alors et des fois même c'est contre-productif parce que aider trop les gens, ça les saoule. Lorsque je prends une décision, je me demande si ça n'est pas encore, donc je vais mettre en partie. Attends. Plaisir. On en a beaucoup.
Trop les gens, ça les saoule. Lorsque je prends une décision, je me demande souvent quelle option donnera le maximum de plaisir. On en a beaucoup parlé avec Mastu, et c'est vrai que je tends de plus en plus à ça, mais pas encore, donc je vais mettre en partie. Choisir l'option qui me donnera le maximum de plaisir, ça a été aussi la raison pour laquelle j'en suis arrivé jusque là aujourd'hui. Je pense. Donc si c'est pas de façon systématique et que ça commence à être présent, ça veut dire que c'est pas spécialement dans sa structure. Et on verra après que le test l'a typé en 7 et que le 7 c'est pas juste en partie. Que le 7 c'est pas de temps en temps qu'il va choisir ce qu'il fait le plus kiffer. Le 7 passe son temps à éradiquer la souffrance et à éviter les limites pénibles du monde. Donc c'est pas juste de temps en temps. Ça pointe une incohérence avec le résultat du test que tu verras après. Je pense que c'est en partie une des raisons avec la chance et tous les autres facteurs, évidemment. C'est étrange, mais je pense qu'il y a de la beauté dans la tristesse. Waouh, là on est en train de rentrer dans les questions... ouf. Oui. Je vais être remarqué, mais ça me met également mal à l'aise. Ah, en partie, c'est bon. Ouais, tous les youtubeurs devraient répondre en partie ou oui à cette question. Je la remets, ça c'est intéressant. Je vais être remarqué, mais ça me met également mal à l'aise. Également mal à l'aise. Ah, en partie, c'est vrai. Tous les youtubeurs devraient répondre en partie ou oui à cette question. Parce qu'en soi, on a envie d'être remarqué pour notre travail, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on propose. Mais en même temps, ça peut nous mettre mal à l'aise. C'est qui ce on, Joyka? C'est qui ce on? C'est toi. C'est je. Si tu penses que tous les youtubeurs devraient répondre oui à cette question, c'est que tu fais une projection sur tous les youtubeurs, quand chacun leur psychisme, chacun leur motivation, et que tous ne sont pas de ta structure. Du coup, ça parle d'une certaine... que cette phrase semble vraie pour toi. Et est-ce que ça pourrait être une tentative de vouloir inclure les autres pour pas te sentir seul dans ce truc de « je vais être remarqué mais ça me met mal à l'aise » parce que là, ça peut-être que... Enfin, en tout cas, ça a l'air de toucher juste de ce que tu dis. Et bien, ce serait intéressant d'observer ça. Donc ça peut, voilà, ça pointe encore sur de l'émotionnel d'ailleurs. Je vais être remarqué, mais ça me met mal à l'aise. C'est tout l'enjeu de certains énéatypes, hein, mais beaucoup 2, 3 et 4, encore une fois, avec le centre émotionnel. Avec cette envie de briller et en même temps de ne pas vouloir briller. Ce qui est encore plus spécifique du 3, mais ça peut concerner les autres aussi. Je perds souvent ma concentration car mon attention tend à s'éparpiller. C'est comme remettre au lendemain, c'est constamment. Je vais être en train d'écrire des paroles d'un son et ça se passe comme ça. Elle a du style, elle a du charme, salade de riz, jambon de parent. Le chien de ma tante s'appelait parent. C'est quoi l'ancêtre du chien? C'est un oui énorme. Prendre des décisions. Là, le problème, c'est que ça part vite sur du comportement. Avec, tu vois, je commence à faire des paroles de chansons, puis mon esprit part sur ça, sur ça, sur ça. Bon, ça parle pas tellement des motivations profondes de la personne. C'est tout le problème des tests, c'est que ça s'arrête au niveau 0 de la superficie, de la profondeur. Là, ça nous parle plus des fonctions cognitives de Jung. Et là, en particulier, ça renvoie à la fonction intuition et en particulier, à mon sens, l'intuition extravertie, qui est ce fonctionnement par association d'idées permanente, où justement, tu fais des jeux de mots, tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis. Exactement ce qu'il dit là, je le remets. Le chien de ma tante s'appelait parent. C'est quoi l'ancêtre du chien? C'est un oui. Farm, carme, farm, et tu cherches... Ah, farm, ça me fait penser à la ferme. Ah ouais, c'est la ferme avec les chevaux. Ah, puis la ferme. Et puis en fait, tu fais de la polysémie, tu jongles avec les mots, les machins, et ça fait une arborescence d'idées et de mots qui partent dans tous les sens. Bon, ben ça, c'est pas forcément du centre mental. C'est de l'association d'idées qui parle pas tellement de l'énéatype en vrai. Donc moi, j'ai pareil et je suis pas 7. Et donc, on va voir que ça peut être un problème dans le typage aussi. Énorme. Prendre des décisions importantes me demande beaucoup de temps et morale. En partie, quand j'arrive, la fête commence. Ouais. Je suis apte à motiver les... Ok. Alors, il a fini son test. Donc voilà, on a pointé ensemble quelques questions auxquelles il répond, enfin en tout cas quelques acceptions auxquelles il dit si ça lui parle ou pas, ou entre les deux et tout. Et on voit bien déjà à ce stade que le test, mais c'est tellement subjectif, c'est même pas subjectif, mais surtout ça dépend tellement de l'état émotionnel dans lequel tu es, de s'il y a des personnes qui sont avec toi ou pas, ou si là si tu réponds sur YouTube. Moi aussi, si je fais une vidéo où je réponds à un test, et peut-être on le fera un jour, je l'avais refait il n'y a pas si longtemps, ça m'a pas typé dans le bon énéatype, alors que j'ai essayé de répondre le plus strictement possible. Donc quand tu le fais dans un contexte de vidéo, s'il y a des gens qui te regardent, ou selon l'état émotionnel, tu vas pas répondre pareil au test, et du coup ça va te foutre dedans. Donc qu'est-ce que tu veux attendre? Un résultat précis de la part d'un test, clairement. Et bien évidemment, il y a la pertinence inhérente au test lui-même, ainsi que la subjectivité de la perception des questions par les personnes, plus la volonté de éventuellement pas se voir tel qu'on est pour arranger une certaine image de soi. Bref, il y a tellement de biais dans la réponse au test
que c'est pas le moyen le plus privilégié pour trouver ton type. Je te le dis direct et tu le sais. Je le dis souvent sur les pas naissance. C'est pas un moyen privilégié le test. C'est rigolo soit, mais par contre ça risque de t'orienter à coup de biais de confirmation sur un mauvais type. Et si ta volonté, ton envie, c'est juste de délirer avec des amis, mais fais des tests, fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème avec ça. Si par contre tu es dans une démarche sincère de trouver ton type et de mieux te connaître, pour mieux te comprendre ton fonctionnement, mieux t'accepter, être en paix avec toi, laisse tomber les tests. Ça va te foutre dedans et ça n'a aucun intérêt, vraiment. Donc maintenant on va voir un petit peu le feedback de son type. Qu'est-ce que le test a sorti de lui et qu'est-ce qu'on peut en dire? Résultat de test Enneagramme. Vous êtes très probablement une personne de type 7. Très bien. Attendez, parce que je crois que mon monteur l'a fait et qu'il est également type 7. L'enthousiaste. Yes. Les gens de ce type de personnalité ont essentiellement le désir de faire en sorte que leur vie soit une aventure passionnante. C'est vrai, les 7 sont orientés vers l'avenir, ne tiennent pas en place et sont généralement convaincus que quelque chose de mieux les attend au coin de la rue. Ils ont une pensée rapide, beaucoup d'énergie, font beaucoup de projets, ils ont tendance à être extravertis, à posséder de multiples talents, sont créatifs et ouverts d'esprit. Le problème de ça, c'est que c'est une description extrêmement généraliste qui commence à ressembler à de l'effet Barnum. Et on s'éloigne du type 7 en fait. Donc c'est pour ça que moi ça me parle ce paragraphe. Peut-être que toi ça te parle aussi. Et le problème de ça, c'est que tu fais facilement du mistype à cause de ce genre de paragraphe. Parce que là on s'éloigne des mécanismes de base qui te permettent de discerner si oui ou non tu es de type 7. Les mécanismes qui sont l'évitement compulsif, éviter la souffrance, le mécanisme de défense qui est la rationalisation, la passion qui est l'intempérance et la fixation qui est la planification, futurisation. Et les autres mécanismes du 7, la peur d'être privé, le désir de base d'être libre, etc. etc. Tous ces généralités que tu vois dans ce descriptif-là, aventure passionnante, oui, voilà, mais franchement, ça peut être le cas d'autres types, quoi. Orienté vers l'avenir, oui, ok, parce que c'est un centre mental, c'est celui qui est le plus tourné vers le futur. Mais moi, quand je lis un descriptif comme ça me parle. Moi aussi, j'ai des projets, j'ai des machins, donc ça peut me ressembler, tu vois. Pensée rapide, oui, évidemment, ça c'est pas spécifique au 7 du tout. Beaucoup d'énergie, oui, mais le 3 aussi, le 8 aussi. Beaucoup de projets, le 3 et le 7 et le 8 aussi. Et d'autres énéatypes également. Et le problème, c'est que c'est pas assez fin. Le 7, il fait pas forcément les projets. Il est surtout à les imaginer parce que ça le fait kiffer, parce que c'est un centre mental tourné vers l'intérieur, mais pas forcément dans la réalisation. Souvent, ça le fait chier d'ailleurs. Extraverti, oui, et pas forcément. Posséder de multiples talents, oui, mais moi aussi, et toi aussi. Créatif, ouvert d'esprit, bon, mais c'est pas spécifique du 7. Donc tu vois déjà la pauvreté de ce genre de... Alors je connais pas trop ce site-là, mais cette description, elle est merdique. C'est de l'effet Barnum, c'est de l'astrologie. C'est de l'astrologie de comptoir, pas la vraie astrologie ancestrale. C'est l'horoscope, ce machin-là. Donc ça n'a rien d'intéressant, vraiment. Quelque chose de mieux les attend, de multiples talents, sont créatifs et ouverts d'esprit. On voit eux-mêmes parfois, écoute ça, sur leurs forces et leurs vertus et à minimiser leurs défauts et leurs vices. C'est vrai, ça fait un peu mal. Et ce paragraphe, il est là pour me dézinguer là. Ils sont souvent un peu égocentriques. Oui. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que du coup, quand tu lis une description comme là, comme dit le paragraphe, il me dézingue, c'est que du coup, avec les descriptions comme ça des énéatypes, tu peux avoir une répulsion une attirance vers certains types et une répulsion d'autres types. Et tu peux avoir tendance à vouloir être de tel type parce qu'il t'arrange et ne pas vouloir être d'un autre type parce qu'il t'arrange pas. Et ça, c'est une des motivations inconscientes à pas trouver son type. Pour préserver l'ego, pour préserver la structure bien à sa place, c'est de taper à côté. Ce que là, il fait dans cette vidéo. Oui. Oh, mais c'est moi ça! Ils expliquent que ce genre de type, on a tendance à un peu mettre toutes les émotions mauvaises sous le tapis et que plus on les fuit, plus elles se développent, plus elles se... c'est comme un tas de bertes qu'on mettrait sous un tapis, évidemment ça se développe. Et on élimine ça par le biais de distractions, de trucs, jusqu'à ce qu'en fait ça repète pour un bon épisode bien dépressif là. Parfois il se... C'est vrai que le 7 fuit les émotions désagréables, tout ce qui le plombe, tout ce qui l'étiquette comme négatif. Et en même temps, il n'a pas le monopole de ça. D'ailleurs, c'est écrit là. Les 7 peuvent facilement se croire 3, mais les 3 sont beaucoup plus déterminés que des 7 et ne souffrent pas du désir de garder toutes les alternatives ouvertes. C'est partiellement vrai, je suis pas si sûr. Donc là, clairement, c'est important que tu retiennes que le 7, il n'a pas le monopole de foutre les trucs sous le tapis. Chaque énéatype peut refouler, voire réprimer ses émotions et tout ce qui l'arrange pas. Ok ? Simplement, le 7, c'est caractéristique,
Mais le 3 aussi, le 8 va réprimer sa faiblesse, enfin, il va éviter à tout prix la faiblesse, donc tout ce qui est, toutes ces émotions, il peut aussi les foutre sous le tapis. Donc, tu vois, il n'y a pas d'élément pertinent pour discerner l'énéatype ici, ni dans le test, ni dans la réponse au test. Donc là, il peut se croire de type 7 parce que du coup, ah bah oui, c'est vrai que je mets sous le tapis, mais non. Mais non, moi aussi, j'ai mis beaucoup mes émotions sous le tapis, beaucoup moins, mais je suis pas type 7. Et c'est typique de certains énéatypes qui répriment leurs émotions, qui foutent sous le tapis des choses. Et c'est typique des 3 également. Donc, rien de sérieux là encore. Je crois 8, car les 7 peuvent être dominants. Qu'est-ce que c'est le type 8? Les 8 sont forts, décisifs, pratiques. 7, on peut pas être pote avec un 7. On va dire que par exemple, la Simondelle c'était 8, ça veut dire que je suis plus proche du 7, mais avec pas mal de penchants du 8 par exemple. J'ai l'aile 6. J'ai exactement le même résultat que Ibou en monteur. C'est incroyable. Et pourtant, on est grave différents. J'avais déjà fait le test il y a un petit moment. Donc non, déjà, je pense pas que tu es le même type que ton monteur. Après, je le connais pas, mais il semble pas que tu sois de type 7, mon cher Joyka. Par contre, tu peux avoir quelqu'un qui est de même énéatype avec la même aile et avoir des grandes différences, évidemment, puisque l'énéatype ne dit pas comment c'est exprimé, comment c'est vécu, et ne parle pas non plus du niveau d'intégration. Donc tu peux avoir le même énéatype, tu vas avoir plein de similitudes, et une expression extrêmement différente, hein, vraiment. Et j'avais eu le type 3, concentré sur la présentation du succès pour atteindre la validation. J'étais beaucoup plus dans ce côté à vouloir réussir coûte que coûte. Réussir. Ah! Sans regarder un peu partout les deux types, donc le type 7 et le type 3. Et ce que je retiens vraiment dans le type 3, c'est le côté éviter les échecs. Ça, c'est un truc qui me suit beaucoup, mais les échecs, c'est une de mes peurs principales. Bon, écoutez, je suis un type 7, anciennement type 3. Eh ben non, tu n'es pas 3 et 7, non, tu n'es pas un mélange de 3 et 7. Faut pas confondre ta structure de base et la hiérarchie de tes centres. Et il est fort possible que tu aies un émotionnel en premier parce que tu parles effectivement de l'importance pour toi des relations, de ta susceptibilité au regard des autres, et puis aussi tu es youtubeur et t'aimes être sur le devant de la scène et faire du show. Et rien de négatif à ça, hein. Mais ça nous parle de quoi? Bah, ça nous parle possiblement d'un centre émotionnel qui a l'air d'être vachement présent pour choper de la reconnaissance. Et le 3 serait pas déconnant. Alors j'ai pas fait de typage strict, donc j'en sais rien et je vais pas faire d'affirmations abusives, mais je serais pas surpris que tu sois 3. Et non, pas 7. Il y a des similitudes entre les deux, mais ça peut être confondu par le centre mental de soutien, qui semble présent chez toi avec comment tu joues avec les mots, la rapidité, le rythme, etc. Ça semble vachement dans le centre mental de soutien chez toi. Et le sous-type peut aussi créer encore plus de confusion avec le 7, notamment l'instinct sexuel. Donc bref, il y a plein de choses, de nuances à amener là-dedans, mais tu n'es pas 3 et 7. Tu es 3 ou 7. Et vu ce que tu viens de dire sur les échecs, il y a peu de chances que tu sois 7 du coup, parce que le 7, les échecs, c'est pas foncièrement son thème à lui, puisque c'est la compulsion du 3. Le 3 et le 7, si je les mixe ensemble, pour moi, c'est vraiment ma personnalité actuelle. Et comme elle peut bouger en fait. Ok, eh ben écoutez. Et bien sûr qu'elle peut bouger, parce que si tu es 3 et que tu as un centre mental de soutien, ton centre émotionnel devient souvent réprimé, je connais très bien ça, et c'est le mental qui prend le relais. Et du coup, tu pars dans ton mental, ça turbine, et puis tu as une facilité aussi à jouer avec les mots, à faire des blagues, à t'intéresser à plein de sujets, et ça fait penser à du 7. Et c'est pour ça que je me suis cru 7 pendant des années, mais ça ressent pas trop le 7 là, tout ce que tu racontes. Donc c'est là où l'énéagramme invite non pas à regarder, à tempérer et à regarder ouais je suis un peu ça, parce que c'est d'une certaine façon éviter de se voir en face et éviter de voir la structure qui est engrammée au fer rouge en toi et qui t'emprisonne. Et ça vaut pour chacun de nous. Donc ça fait partie des mécanismes de défense, hein, de ne pas vouloir trouver son type et de faire un peu un entre-deux, parce que le job avec l'énéagramme, c'est de trouver son type et surtout de regarder, de voir les mécanismes à l'œuvre. Parce que c'est là que tu te rends compte d'à quel point tu es conditionné par ce fonctionnement égotique. Parce que c'est omniprésent. Et c'est pas en faisant un test qu'on s'en rend compte. C'est avec une observation fine et minutieuse qu'on finit par regarder « Ah ouais, putain, là, il y a ce mécanisme-là. Oh, mais là aussi. Oh, mais là aussi. » Et là, tu vois que t'es pas de deux types. Hein. Tu vois qu'il n'y en a qu'un et que c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on est forcément un cliché? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de la nuance et qu'on n'est pas plus complexe que juste un type? Non, je suis pas en train de dire ça. Simplement qu'il faut pas faire tout en même temps
et que si tu cherches déjà tout de suite, si tu veux pas rentrer vraiment dans le modèle en ne trouvant pas ton type et en trouvant des moyens détournés pour pas aller chercher ton type, c'est quelque chose que je vois fréquemment, bah, tu feras jamais rien d'intéressant avec l'énéagramme puisque le premier taf, c'est de trouver ton type et de regarder à quel point il est présent et à quel point que tu le veuilles ou pas, il est là, quoi. Encore une fois, ça reste du divertissement, ça reste une théorie, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Faites ce test-là si vous voulez voir un petit peu certaines choses de votre caractère, de votre personnalité, explorer un peu les différents types, c'est le genre de truc que je... Non, c'est pas du divertissement, non, c'est pas scientifique non plus, mais ça te met à poil quand tu le creuses vraiment. Et c'est ça qui fait que les gens rechignent autant à creuser avec l'énéagramme. Alors, pas tout le temps, hein, il y a plein de gens qui creusent l'énéagramme vraiment de bon cœur parce qu'ils ont envie et parce que ça les appelle, et c'est super. Et la plupart des gens qui viennent à moi sont dans ce cas-là. Mais il y a un certain nombre de personnes qui flirtent avec l'énéagramme et qui restent en périphérie. Un peu comme les planètes autour du Soleil, tu vois, ils gravitent autour et « Ah, c'est intéressant, ils en entendent parler », mais ils vont jamais vraiment creuser. Et quasi systématiquement, sauf quand c'est juste que ça les intéresse pas, ils ont bien le droit, quasi systématiquement de ce que j'ai constaté, c'est juste des mécanismes de défense pour pas aller gratter à un endroit où ça serait trop difficile de se voir. Et du coup, là, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il peut y avoir, du type « je veux pas me mettre dans une case », « j'ai déjà fait du travail sur moi, non mais c'est bon, j'ai plus besoin ». Et du coup, ces rationalisations sont une tentative inconsciente de se protéger, de pas aller voir le centre du noyau qui te définit, parce que quand tu le découvres, ça t'arrache les boyaux. Comme ce qu'on a vu dans la vidéo sur l'évitement compulsif que tu peux aller voir en rejoignant la fiche juste en haut à droite. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de courage, de patience, d'humilité. Et ça, c'est pas du divertissement. Ça demande un engagement sincère et total. Parce que ça brise quelque chose, ça casse l'image que tu croyais de toi. Et c'est en même temps le cadeau le plus précieux que tu peux t'offrir. Pour terminer cette vidéo, rappelons pourquoi ne pas faire de test énéagramme. Bah, simplement parce que tu tapes à côté. Comme tu le vois là, moi je ne vois pas du tout Joyka en 7. Je pense qu'on pourrait assez facilement l'éliminer même si ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Là c'était simplement de voir tu vois, quelqu'un qui est super connu et qui parle d'énéagramme et qui pour autant ne comprend pas le sujet dont il parle. Et c'est ok, il a le droit de faire des vidéos sur l'énéagramme et de pas comprendre. Par contre, bah, ça véhicule une image fausse du truc. Ça met dans la tête des gens que l'énéagramme est un test alors que c'est pas le cas. Ça met dans la tête des gens que c'est du divertissement, que tu peux changer de type au cours de ta vie. Bref, ça met dans l'inconscient collectif tout un tas de conneries qui se surajoutent au modèle et qui vont faire en sorte que beaucoup de gens ont une aversion après à l'énéagramme parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils vont se dire mais moi je veux pas faire de test, je veux pas être dans une case et tout et machin. Alors que quand tu enlèves toutes les couches et toute la merde qui a enrobé l'énéagramme et que tu regardes le modèle tel qu'il est, de quoi il parle, de ta structure égotique, ça va te claquer. Ça va te mettre beaucoup de clarté sur ton fonctionnement et ça va te claquer l'ego parce que tu vas te voir à poil. Et c'est franchement ce que je te souhaite si tu as envie de te connaître, si tu te sens prêt, si ça t'appelle. Évidemment, il y a plein de gens qui sont pas prêts, c'est pas le moment, faut pas y aller, faut pas creuser. Il y a des gens qui ont d'abord besoin de faire du développement personnel, de fabriquer une image de soi, d'augmenter l'estime de soi, de muscler une sorte de faux self. Il y a besoin de cette étape avant de voir ce self à poil et de le déconstruire. Chaque chose en son temps. S'il y a des gens qui le font trop tôt, ça peut les défoncer de voir leur type énéagramme. Il s'agit de se sentir prêt. Et quand on se sent prêt, faut pas faire de test pour les raisons que tu as vues. C'est que les tests, une fois sur deux, ça tape à côté. Ça t'oriente avec un biais de confirmation au mauvais endroit. Et c'est pas un typage rigoureux. Parce que du coup, tu délègues le fait de trouver ton type à un algorithme qui non seulement a des biais, mais qui en plus n'est pas capable de connaître tes motivations profondes. En particulier quand c'est les types du triangle qui sont encore plus complexes, les 3, 6 et 9, à cause de leur centre préféré qui est utilisé dans les deux directions, ça crée de la complexité, ça crée de la finesse et le test n'est pas capable de ça. Donc je mettrai ma main à couper que la plupart des faux positifs sont sur les 3, 6, 9. Il y a énormément d'erreurs sur le typage des gens qui sont 3, 6 et 9. Et la quasi-totalité des gens qui viennent me voir en session pour trouver leur type énéagramme et que je sais et que je sens être 3, 6 ou 9, ils viennent au départ en se croyant autre chose que un de ces trois types-là. Donc, oublie les tests. Si tu veux faire de l'énéagramme, vraiment, si tu veux creuser avec l'énéagramme
engage-toi vraiment, fonce dedans, il y a tous les contenus sur Épanescence, la grande majorité c'est gratuit, tu peux y accéder sur le site, sur YouTube. Engage-toi vraiment, creuse vraiment si tu veux te connaître. Si ça t'appelle pas plus que ça, que c'est juste pour du divertissement, oublie, laisse de côté et à la limite va faire juste des tests et reste dans le fun. Mais ne te fais pas croire que tu creuses ta connaissance de toi, si tu fais pas une réelle introspection et que tu te contentes d'un test, parce que ça ne fonctionne pas. Et dans l'immense majorité des cas de tous les gens qui sont venus me voir, le test tape à côté. Ok? Donc voilà tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. Encore une fois, Joyka, j'ai rien contre toi. Cette vidéo m'a beaucoup fait rire, mais voilà, tu comprends pas l'énéagramme. Et si tu as vraiment envie de le comprendre, de le connaître et de trouver vraiment ton type, ben va sur Épanescence, explore les articles et j'aurai plaisir à faire un de ces quatre, une interview avec toi pour que tu nous parles de ton vrai type cette fois. Allez, je te souhaite une belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.